Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Bibouda. Ce soir encore et pour la dernière fois, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Alévi. Bonsoir Marc. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Marc Alévi, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc ce soir nous achevons un cycle de 5 webinaires. Nous avons déjà fait 4 webinaires ensemble qui ont décliné différents sujets en lien avec la crise que nous traversons et les solutions heureuses, ou bien du moins les orientations à prendre pour une courbe verte, une courbe heureuse, comme tu l'appelles Marc, qui sera sûrement, et nous l'espérons, le monde de demain. Notre premier webinaire, très rapidement, a permis à Marc de faire le diagnostic de la crise que nous traversons, d'en diagnostiquer les soubassements et d'en déceler les portes de sortie. Le deuxième webinaire a permis à Marc de nous aider à redonner du sens à notre vie, de créer du nouveau sens dans cet après-monde qui ne manquera pas d'émerger. Le troisième webinaire était sur le sens du sacré. Qu'est-ce qui fait que les choses dans ce nouveau monde vont avoir plus de sens et à quel sens je dois me lier pour redonner des valeurs et une orientation à ma vie. Le précédent webinaire, donc le quatrième webinaire, était sur comment me relier aux autres, comment me relier au monde. Après avoir exploré les états intérieurs et les sens personnels et intimes que nous pouvons donner, eh bien, Marc nous a ouvert des portes et des portes heureuses vers l'extérieur, vers le monde, vers l'environnement, vers la nature et vers les autres hommes. Et ce soir, Marc, tu vas nous parler, peut-être est-ce un cours de morale, je ne sais pas, mais l'intitulé est Que puis-je et que dois-je faire dans ce nouveau monde. Alors Marc, est-ce que nous avons à faire un cours de morale ce soir? Ah non, ce sera pas un cours de morale, mais ce sera euh, une tentative en tout cas de proposer à nos amis qui nous écoutent euh, un regard sur quelque chose qui est un peu le fond de mon travail et de ma trajectoire depuis 40 ans maintenant. C'est de se rendre compte qu'on est en train de vivre un saut de complexité et que on ne peut pas regarder le monde qui vient avec les grilles de lecture du monde d'avant, dans la mesure où on n'est plus du tout sur le même niveau. Et c'est ça que je vais essayer de faire d'éclairer pour nos amis. Voilà. Donc, oui, tu as rappelé de manière magnifique les idées qu'on a essayé de défendre. Hein, qu'est-ce qu'on vit? Voilà. C'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, c'était ça. Deuxième question, c'est bon, ben, par rapport à ce qui nous arrive, si je veux trouver mon orientation, il faut que je trouve une bonne raison de fonctionner, de vivre, d'exister. Et pour ça, il faut fonder ça sur des choses euh, encore plus solides. C'est quoi c'est quoi le sacré? C'est quoi les valeurs? C'est quoi les choses vraiment auxquelles il faut croire pour que on puisse avoir une existence magnifique, pleine. Et derrière ça, oui, mais il y a le monde aussi. On est dans un monde. Comment faire pour se relier au monde et comment faire pour être en contact avec la nature, avec les autres, avec soi-même, avec soi-même. Et donc là maintenant, ce soir, ben, on est au cœur de tout ça. Et au cœur de tout ça, c'est de dire bon, ben, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais demain matin? Comment je mets tout ça ensemble? Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous proposer de rentrer dans une notion qui est peu connue aujourd'hui, qui est pas encore vraiment partagée, c'est la notion de complexité. Ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est cette idée fondamentale, c'est que nous sommes en train de vivre un changement complet de paradigme. Ceux qui me suivent depuis le début, ben, ils ont bien compris qu'il y a le monde d'avant et le monde d'après. Et je vous assure que maintenant, c'est des expressions à la mode, mais moi, je les utilise depuis 40 ans. Il y a le monde d'avant et le monde d'après. Voilà, le monde d'après, il a une caractéristique fondamentale, c'est qu'il est à un niveau de complexité supérieur du monde d'avant. Oui, mais, complexité, ça veut dire quoi? Et c'est ça qu'on va essayer d'aller voir un petit peu. Nous sommes dans un monde plus complexe, d'accord, ok. Ça veut dire, première chose, c'est que c'est un monde où il y a de plus en plus d'entités, appelons ça comme ça, au sens très très abstrait du terme, hein, de plus en plus d'entités et de plus en plus d'interactions. Je me permets de vous rappeler tous que aujourd'hui vous avez de plus en plus d'interlocuteurs à longueur de journée, il y en a de plus en plus,
et que les interactions avec ces interlocuteurs deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus profondes, de plus en plus intenses. Ne serait-ce que parce que la technologie numérique le permet. Regardez ce qu'on fait ce soir. Moi, j'ai autour de moi là, j'ai probablement quelques milliers d'auditeurs. Ben voilà, c'est incroyable d'avoir autant d'interlocuteurs en même temps et d'interagir comme ça aussi rapidement dans l'immédiateté, dans l'instantanéité du temps. Donc on est bien dans un monde qui est devenu de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'interactions entre ces acteurs. Alors, deuxième point important pour comprendre ce que ça veut dire faire un saut de complexité, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Un système complexe, c'est un tout qui est organisé et qui est organisé en fonction d'un but. Quand quelques-uns se réunissent pour fonder un club de football, ben ils s'organisent. Et quand ils sont organisés entre eux et que chacun sait ce qu'il a à faire à peu près, ben il y a quand même un but, c'est de jouer au football et de gagner les matchs. Hein. Donc on est bien dans un tout organisé en fonction d'un but. Et donc là il y a la notion d'ordre. Et vous allez voir que je vais être un petit peu scrutateur de cette notion d'ordre. Nous sommes dans un monde organisé. Nous sommes dans un monde ordonné. Qu'est-ce que ça veut dire ordonné? Qu'est-ce que ça veut dire organisé? Et donc derrière ça, ben il y a des questions qui se posent extraordinairement parce que si un système complexe est organisé en fonction d'un but, ben c'est quoi ce but? C'est quoi notre but? Et là, on l'a déjà esquissé quand on parlait de la bonne raison d'être, hein, mais c'est quoi notre but global, collectif? Alors, deuxième notion que je voudrais aborder ce soir, c'est ok, nous sommes dans un monde, et ce monde évolue de plus en plus vite. Et donc, ce monde est un processus. Qu'est-ce que ça veut dire, un processus? Qu'est-ce que ça veut dire que nous, toi, moi, nous sommes des processus? Nous sommes en train de nous construire tous les jours. Ça veut dire quoi? Et enfin, le dernier point que j'aimerais aborder ce soir, c'est ok, c'est un tout, d'accord. Il évolue, d'accord. Il est organisé en fonction d'un but, d'accord. Et il invente. La vie est extraordinaire. La vie, elle ne fait que inventer. Elle ne fait que créer. Elle ne fait que faire sortir du nouveau de choses qui étaient jusque-là considérées comme normales. Ah ben non. La vie, elle invente. Elle invente tout le temps. C'est extraordinaire de pouvoir sentir ça. Donc voilà. Allons-y. Essayons d'aborder la première notion, c'est la notion d'ordre. Ah! Alors là, je vais vous poser une question qui va vous embêter. Vous savez tous ce que c'est qu'un atome de carbone, je pense. Et je vais vous proposer quelque chose d'intéressant. Je prends deux choses que vous connaissez tous et qui sont faites exclusivement avec des atomes de carbone. D'un côté, je vous parle du charbon. Vous voyez bien le charbon, hein, ce truc noir qu'on met dans le poêle pour faire des flammes. Bon. Et puis, je vous mets un autre objet fait exclusivement de carbone. Ça s'appelle le diamant. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'insiste donc pour dire que le diamant est un cristal de carbone. Imaginons que je prenne un morceau de charbon et un morceau de diamant avec exactement le même nombre d'atomes de carbone dans les deux cas. Et que je vous propose de m'acheter le charbon à la valeur du diamant et que je vous propose de m'acheter le diamant à la valeur du charbon. La décision sera pas difficile à prendre. Mais moi, je voudrais bien vous poser la question philosophique derrière. C'est du carbone et c'est le même nombre d'atomes de carbone. Donc, il n'y a pas de différence. Matériellement parlant, c'est exactement la même chose. Eh bien non, c'est pas la même chose. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ce bout de charbon et ce bout de diamant? C'est l'organisation, c'est l'ordre qui s'est établi entre les atomes de carbone. Oui, mais l'ordre, c'est quoi? Ça pèse combien l'ordre? Ça pèse combien l'organisation? Ah ben, ça pèse rien. C'est donc que c'est immatériel. Ah, tiens, c'est bizarre.
Donc la valeur matérielle qui différencie le charbon du diamant est quelque chose d'immatériel. Imaginez quand même que c'est quand même troublant. C'est troublant. Alors qu'est-ce que c'est cet ordre? On dit qu'on est dans un monde complexe, donc un monde qui a un certain type d'ordre. Qu'est-ce que c'est l'ordre? Ah, ben ça, on connaît tous, si on a des adolescents et on a été adolescent aussi, une chambre en ordre. S'il te plaît, va mettre ta chambre en ordre. Ça veut dire quoi, mettre ta chambre en ordre? Comme une de mes filles qui est particulièrement désordonnée me disait, mais ma chambre est tout à fait en ordre vu que je retrouve tout ce que je veux tout de suite, parce que je sais où tout est. Mais quand on regarde sa chambre en rentrant dans la chambre, on voit un immense bordel avec des piles partout, avec des tas inimaginables. Alors c'est quoi la notion d'ordre? C'est pas si simple quand même. C'est pas si simple de définir ce que c'est l'ordre. Eh bien, c'est la notion de complexité, elle est au cœur de cette notion d'ordre. C'est que quand on est dans le désordre absolu, pardon d'employer ces mots-là, ce sont des mots qui viennent de la thermodynamique, quand on est dans un désordre absolu, ben on est dans l'entropie haute. Et plus on va vers quelque chose d'ordonné, plus on va vers quelque chose qui correspond à de la négantropie, l'autre mot technique, pardonnez-moi, qui dit simplement que l'ordre est quelque chose qui est une manière de regarder la structure que tout a ensemble. Eh bien, ce que j'essaye d'exprimer en vous disant tout ça, qui a l'air un peu théorique probablement, c'est juste un truc tout simple. C'est que nous sommes dans un monde qui vient de faire un saut de complexité. Nous sommes en train de vivre un monde qui a de plus en plus d'intervenants, de plus en plus d'acteurs, de plus en plus d'interactions, et dont les structures d'interaction sont en train de changer fondamentalement. C'est quelque chose de fondamental. Et nous sommes en train de vivre quelque chose qui est, quelque part, j'ai envie de dire, un miracle de la vie. C'est le miracle de la vie. Chaque fois que la vie passe un saut de complexité, elle invente un nouveau niveau de complexité. Elle invente un nouveau niveau d'organisation. Elle invente un nouveau niveau de se mettre ensemble de manière encore plus riche. Et ça, c'est ce que nous vivons. Donc, je pense que ceux qui disent que nous sommes à la fin du monde, que nous sommes à la fin de l'humanité, que nous sommes à la fin de la civilisation, ils ont tort. Pourquoi? Parce qu'ils oublient que la vie trouve toujours son chemin. Et ça, c'est important de bien le savoir. La vie trouve toujours son chemin. Et on est en train d'inventer. Nous sommes en train d'inventer. Vous, moi, dans notre vie quotidienne, nous sommes en train d'inventer quelque chose qui est fondamentalement nouveau. On est en train de vivre quelque chose de fabuleux, mais il faut que nous l'assumions. Voilà, ça c'est bien ce que j'essaye moi d'exprimer au plus profond de moi. Alors voilà, j'en arrive à vous proposer l'idée. L'idée est la suivante, c'est que le monde, vous, moi, cette mésange, cette pâquerette, cet arbre, nous sommes des processus en évolution permanente. Ce que je suis moi maintenant n'est pas ce que j'étais il y a 10 minutes, il y a 1 heure, il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Je suis un processus en marche. Vous l'êtes aussi. Et notre société l'est aussi. Notre monde l'est aussi. Notre planète l'est aussi. Et donc, tout ce qui est processus, et là, il faut que vous m'écoutiez bien. Tout ce qui est processus fonctionne selon une logique tout à fait simple, tout à fait, j'allais presque dire évidente, et qu'il faut bien comprendre. Alors, je parle de moi, je parle de vous, je parle du monde. Je parle de moi. Moi, je suis quoi? Là, maintenant, ici, quand je vous parle, je suis quoi? Je suis en fait l'accumulation de tout ce que j'ai vécu, l'accumulation de tout ce que j'ai appris, l'accumulation de tout ce que j'ai expérimenté, l'accumulation de tout ce que j'ai reçu génétiquement ou culturellement. Je suis ça. Je suis en fait le résultat d'un passé lointain, parce qu'il y a pas que
que mon petit passé à moi a vécu. J'ai reçu des chromosomes, et ces chromosomes, ils viennent d'il y a très 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 longtemps. Et donc, ce passé s'est accumulé en moi, et je suis donc un produit de tout ça. Voilà, c'est mon passé. Mais est-ce que je ne suis que ça? Ben, la réponse est non. La réponse est non. Je suis aussi tout ce que j'ai comme potentialité à moi, mais qui n'a pas encore été accompli, qui n'a pas encore été réalisé. Donc, je suis quelque part entre un passé qui est mon héritage et un futur qui est un champ de possible. Et ça, on en a parlé. Quand on a parlé de que faire de ma vie, quelle est ma bonne raison de vivre, ben on parlait de ça en disant ben il y a plein de possibles qui s'ouvrent. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma vocation? Souvenez-vous, ce sont mes mots clés. Hein. Quelle est ma vocation? Quelle est ma mission? Quelle est ma raison d'exister? Au service de quoi je vais mettre ma vie? Ah, voilà, vous vous souvenez de ça. Bon, donc le passé, tout ce que j'ai accumulé, le futur, tout ce qui est possible. Mais pour pouvoir faire tout ça, troisième pôle, j'ai besoin d'avoir des ressources. Si on me prive d'oxygène, si on me prive de nourriture, si on me prive d'eau, ben, il est bien évident que je vais pas aller très loin dans le magnifique projet de vie que j'ai de tout l'accomplissement de mes potentiels. Donc, j'ai besoin de ressources. Donc, j'ai une relation au monde extérieur. Souvenez-vous, on a parlé de reliance la dernière fois. Ben, c'est ça. C'est comment je fais pour me relier au monde extérieur qui me permet d'avoir tout ce dont j'ai besoin à tous les niveaux pour pouvoir assumer mon propre destin. Et puis à l'intérieur de moi, donc ça c'était l'extérieur, hein, c'est le dehors, c'est le monde qui m'alimente. À l'intérieur de moi, ben il y a aussi des règles du jeu. Il y a des choses que je suis capable de faire, que je suis capable de comprendre. Il y a mes modèles, il y a mes méthodes que j'ai accumulées au fur et à mesure de ma vie, qui va faire que à l'intérieur de moi, il y a un certain nombre d'outils, une caisse à outils de vie que j'ai et qui est celle-là et pas une autre. Donc, une fois qu'on a compris ça, on voit que tout processus, ben, il s'enracine dans le passé, il a des possibilités de futur, il s'alimente à l'extérieur de lui-même et il a une logique interne qui fait qu'il évolue d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment le modèle fondamental que j'aimerais vraiment beaucoup partager avec vous ce soir et qui sera en fait le fil rouge de notre conversation. Alors, pour vous faire comprendre ça, je vais, un peu en paraphrasant Aristote, je le reconnais, je vais vous proposer une petite métaphore. La petite métaphore, c'est le voyage. Je vais voyager, très bien. Ben, pour voyager, il va d'abord falloir que j'ai un véhicule. Et le véhicule, ben voilà, c'est le hasard de la vie fait que voilà, j'ai quelque chose qui est à ma disposition. Admettons une voiture pour faire simple. J'ai une voiture, très bien, et cette voiture, ben je vais, elle est là, voilà. Ça fait partie de mon réel, c'est l'héritage de ma vie, de mon vécu. J'ai un véhicule, chouette. Je vais pouvoir donc voyager, très bien. Sauf que pour voyager, il faut décider une deuxième chose. Il faut une destination. Alors je vais où? Et je peux très bien dire ben moi je vais à Marseille. Ah, bien. Mais je peux aussi dire j'ai pas envie de décider une destination particulière, mais je donne une intention à mon voyage. Je veux visiter le Morvan. Ce que je vous conseille d'ailleurs, moi j'y vis, c'est une région géniale. Hein. Donc voilà, je décide de visiter le Morvan et puis je vais un peu au hasard et je verrai bien. Je peux aussi dire que ma destination, c'est avec ma voiture. Je vais tourner en rond autour de 4 villes que j'ai décidées arbitrairement. Voilà, c'est la destination, c'est le futur. Est-ce que c'est suffisant? Ah non. Ah non. Parce que je vais devoir avoir du carburant. Ça, c'est la relation avec le monde extérieur. Il va falloir que je trouve du carburant quelque part. Il va falloir que je mette de l'essence dans la voiture. Très bien. Et puis, c'est suffisant? Ah non. Ah non. Je vais devoir avoir une quatrième chose indispensable.
C'est parce qu'il y a d'autres voitures, parce qu'il y a une manière d'utiliser un véhicule qui s'appelle un code. Alors, appelons ça le code de la route pour simplifier, mais on peut avoir des tas d'autres codes. Très bien. Est-ce que c'est tout? J'ai tout. Attendez, j'ai le véhicule, très bien. J'ai la destination, très bien. J'ai le carburant, très bien. Et j'ai le mode d'emploi du véhicule et de l'usage de la route, très bien. C'est tout? Ah non. Ah non, il va falloir que je me mette à conduire la voiture. Donc, il va falloir que j'agisse. Il va falloir que je prenne ce véhicule pour en faire quelque chose. C'est le cinquième thème que j'ai exprimé là tout de suite. Donc, vous voyez, cette petite métaphore nous explique, je crois, comment il faut utiliser un processus. Un processus a toujours ses quatre pôles extérieurs et son métabolisme qui essaie de mettre de l'ordre dans tout ça. On y reviendra tout à l'heure. Alors, la troisième notion que j'aimerais pouvoir exprimer sur ce premier thème, c'est la notion d'émergence. Alors, pour vous exprimer cette notion d'émergence, qui est une notion pas simple du tout, je voudrais vous faire la confidence d'une expérience que j'ai vécue. À un moment donné, l'idée c'était de faire du team building, comme on dit en bon français, pour des entreprises qui avaient des équipes managériales pas toujours très soudées, pas toujours très solidaires. Moi, j'ai fait beaucoup de voiles et c'était l'idée qui avait germé dans ma tête, c'est de dire, eh bien, on va prendre une équipe managériale de 5-6 personnes, on va les mettre sur un gros voilier et on va partir 4-5 jours en mer, mais en hauturier. Donc ça veut dire pas d'escale au port, on est vraiment en mer, vraiment en mer. Et alors là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Et je vous assure, j'ai fait cette expérience plusieurs fois, et certaines, vous allez le comprendre, ont failli mal tourner. Prenez des gens normaux, c'est-à-dire des gens comme vous probablement, qui n'ont pas fait énormément de voiliers hauturiers, et qui se mettent à vivre ensemble dans un voilier qui a une surface restreinte. Vous imaginez tout de suite la promiscuité. Eh bien, je peux vous assurer que cette promiscuité va immédiatement engendrer des tensions. Mais vous n'imaginez pas à quel niveau on se situe. Des gens qui sont normalement des dirigeants d'entreprise, niveau directeur, etc. Très vite, il y a des tas de choses qui les agacent, mais que vous ne pouvez pas imaginer. Le dentifrice qui est mis de travers, ça commence à hurler, quoi. On est dans la promiscuité qui engendre des tensions, avec des vétis, mais vraiment des vétis qui engendrent des réactions, mais complètement disproportionnées. On en arrive très vite à avoir une situation et un climat qui est épouvantablement délétère. Et dans ce cas-là, il y a trois scénarios. Il y a trois scénarios. Et ce que je suis en train de vous raconter, c'est l'histoire de la vie. Le premier scénario, et là, il faut bien sûr prendre toutes les précautions pour que ça n'arrive pas, c'est la bagarre généralisée qui se termine en gros avec des couteaux de cuisine en main. C'est l'horreur absolue. Le deuxième scénario, c'est de dire, on va se réorganiser, on va se mettre autrement, on va changer les cabines, on va changer les tâches. Ah oui, mais ces deux-là, ils se supportent pas. On va essayer qu'ils ne fassent pas de choses ensemble. On va essayer de les séparer, qu'ils se rencontrent le moins possible. On va distribuer les responsabilités autrement. Bref, on se réorganise. Mais vous avez bien compris et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut avoir le troisième scénario. Et c'est celui-là qui est essentiel. Ce troisième scénario, c'est celui de l'émergence, c'est-à-dire à un moment donné de dire la bagarre, ça sert à rien, on va s'entretuer, ça sert à rien. La réorganisation, c'est bien gentil, mais il va y avoir d'autres tensions, il va y avoir d'autres petits contentieux, des petites véties qui vont mettre le poison dans les relations. Très bien, la seule chose qu'il faille faire, et c'est ça le plus difficile évidemment, c'est de faire émerger quelque chose, d'où le mot émergence, de faire émerger quelque chose qui est un nouvel état d'esprit. C'est faire corps. C'est quelque part arriver dans un processus de fusion où on engendre un nouvel organisme collectif
à un niveau de complexité supérieur. Et vous voyez bien où je veux en venir. Je suis en train de vous dire que la bifurcation que nous vivons, c'est un saut de complexité, donc c'est une émergence. C'est une autre manière de vivre ensemble. C'est une autre manière de pouvoir résoudre nos problèmes euh, de manière plus élevée. Sortir par le haut des tensions et non pas sortir par le bas des tensions. Et c'est bien ça que nous vivons. Nous sommes dans un monde qui est au bout de sa vie, on va dire. Nous sommes dans un paradigme qui est mourant, qui est déclinant. Il y a deux manières de sortir de ça. C'est par le haut, ou par le bas. Si on décide ensemble d'en sortir par le bas, on va donner raison aux collapsologues, on va être dans une situation complètement négative. En revanche, si on monte et on sort par le haut, là, il va falloir faire de l'émergence, c'est-à-dire trouver une autre manière de faire corps, faire d'une autre manière de fonctionner ensemble à un niveau de complexité supérieur. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau de la complexité. Je termine juste sur un petit point, c'est que si vous prenez du recul par rapport à la réalité de notre univers, si vous regardez la manière dont cet univers a évolué, à un moment donné, vous avez l'émergence de la matière. La matière, quelque part dans les cœurs de galaxies, cette matière, elle est hyper élémentaire. Et puis ça s'associe, ça fait des atomes. Ah, chouette. Et puis les atomes s'associent entre eux, ça fait soit des cristaux, soit ça fait des molécules parfois énormes. Ah oui, et puis ces molécules, elles aussi, elles commencent dans certains endroits, par exemple dans les failles volcaniques au fond des océans, elles sont complètement en effervescence. Et puis là, clac, un grand saut de complexité. La première cellule prokaryote, qui s'assemble avec d'autres cellules prokaryotes et qui devient des cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules que nous connaissons et qui nous forment. Et puis ces cellules vont se mettre ensemble, vont faire des organismes vivants. Waouh, ça y est, c'est parti. Encore des sauts de complexité. Et puis à un moment donné, il y a ces organismes vivants, ils commencent à vivre une vie tribale ou de meute ou de groupe, appelez ça comme vous voulez. Et puis elles commencent à se rendre compte qu'il y a des associations et des interactions importantes qui peuvent se faire, ne serait-ce que pour se vivre mieux, hein, tout simplement. Et puis voilà, on est rentré dans quelque chose qui est la communication, parce qu'il n'y a pas de vie sociale possible s'il n'y a pas de communication. Votre Frisch, qui s'est intéressé aux abeilles, a bien montré que la danse en huit des abeilles était une manière de communiquer extrêmement claire, qui consiste à dire, eh bien voilà, il y a un dépôt de nourriture qu'on peut aller voir, il est dans cette direction-là et il est à autant de kilomètres. Eh bien, oui. Et puis nous, on est un petit peu plus loin. On a inventé des langages un tout petit peu plus sophistiqués, pas encore assez, parfois semble-t-il, d'après ce que je vois autour de moi. Mais bon, au moins on a des langages. Et puis on est en train d'évoluer. Et donc l'esprit est sorti. Donc au début, la matière sort. Puis après la matière, la vie sort. Et puis après la vie sort l'esprit. Et on est bien dans quelque chose qui sont des émergences successives. Nous sommes en train aujourd'hui de vivre l'émergence d'une nouvelle manière de vivre ensemble. Nous sommes en train d'avoir une mutation paradigmatique fondamentale. Nous sommes en train de vivre un autre niveau de complexité. Mon cher François, je te rends la main. Merci Marc pour cette introduction, cette première introduction évidemment toujours très riche de sens et de complexité. Merci d'avoir fait émerger ce terme et de l'avoir un petit peu décortiqué pour nous. À t'écouter, tu sais, je me dis, je crois que les astronomes disent que l'univers tend à se refroidir, hein, et paradoxalement, la Terre tend à se réchauffer, hein, comme si nous allions en sens inverse du devenir du cosmos et de l'univers. Et je crois qu'en mécanique, on dit que les systèmes s'échauffent quand il y a des frottements, hein. C'est pour ça qu'on met de l'huile dans un moteur, pour limiter les frottements et donc les réchauffements. Et quand j'entends, enfin pour revenir, voilà, quand j'entends la description de la complexité, des niveaux de complexité qui montent, des interactions comme tu dis qui se multiplient, mais jusqu'à l'infini, on a l'impression que pour comprendre le monde ou vivre dans le nouveau monde, il va falloir des catalogues infinis de descriptions de ces complexités, de ces interactions, donc ces réchauffements.
j'aurais tendance à vouloir penser que, comme Aristote le dit, la nature, c'est ce qui a des lois, et que les lois de la nature sont finalement assez simples. Est-ce qu'on s'en sort pas en cherchant plutôt à simplifier, alors que tu nous dis que non, on va s'en sortir en cherchant à complexifier? Comment on peut Ah, faire? alors là, tu me provoques, François, et j'adore ça, tu sais bien. Euh, ce qui est clair, c'est pour moi dans ma tête en tout cas, c'est qu'il faut jamais confondre complexité et complication. Je crois que la complexité, c'est une manière d'enrichir, de monter dans la richesse des relations, des organisations, etc. Alors que la complication, comment dire, n'engendre en fait aucune richesse. Au contraire, elle en consomme. La complication, c'est lourd, c'est compliqué, c'est lent, ça n'évolue pas. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre une entreprise au sens entrepreneurial du terme, hein, extrêmement vivace, qui fonctionne avec des belles stratégies, avec des beaux métiers, des beaux savoir-faire, de belles virtuosités. Ça, c'est de la complexité qui crée de la richesse. En face, bah, c'est la bureaucratie qui est extrêmement compliquée. Hein. Dieu sait si en France on sait faire. Là, hein. La complication, la complication qui est extrêmement lourde, qui sert à rien, qui appauvrit tout, qui quelque part est une forme de sclérose, une forme de castration des élans, et qui finalement, ben, à force d'imposer des normes, des procédures, des choses comme ça, on en arrive à un monde qui est complètement, comment dire, euh, complètement mort en fait. Hein. Et donc moi je crois que il faut jamais confondre complexité et complication, et que le contraire de la complication c'est la simplicité, mais pas le contraire de la complexité. La complexité n'est pas du tout antonyme avec la simplicité. Au contraire, je crois que quand on est face à un problème difficile, un problème complexe donc, eh bien la meilleure solution est toujours la plus simple. Et il y a une espèce d'amour absolu entre la complexité et la simplicité, alors qu'il y a une haine absolue entre la simplicité et la complication. Vous voulez changer de vie, vous voulez évoluer dans votre vie, éliminez tout ce qui est compliqué, ne gardez que ce qui est complexe, c'est-à-dire riche. Quand vous faites de la cuisine, vous faites un plat mijoté, c'est quelque chose qui est complexe, mais c'est pas nécessairement compliqué. La mayonnaise, il n'y a rien de plus simple et rien de plus complexe, mais c'est pas compliqué. C'est là où va se trouver le goût, c'est là où va se trouver la valeur gustative de votre plat. C'est en chouchoutant, en concoctant la complexité avec des ingrédients finalement extrêmement simples. Mais surtout, ne plus faire de compliqué. Ne plus faire ces menus délirants siècle où il y avait du compliqué, et finalement pour arriver à quelque chose qui n'était pas très très intéressant du point de vue gastronomique. J'aime beaucoup ton idée, évidemment, de sortie par le haut, de sortie des conflits, de sortie des tensions. J'entends évidemment le modèle de ton maître, Prigogine, prix Nobel de physique, dont tu as été l'élève pendant longtemps et qui a eu son prix Nobel pour d'excellentes raisons, évidemment, et notamment sur les structures de dissipation, si je comprends bien. Et quand je t'entends, j'entends le développement de cette idée-là, à savoir qu'effectivement, quand il y a trop d'énergie dans une structure qui tend vers le chaos, et bien des systèmes de dissipation, c'est-à-dire de retour à un état de calme, se mettent en place. Et quand j'entends ta formule de sortir des conflits par le haut, j'entends un retour à la paix. Une fois qu'un système s'est un peu échauffé, où l'énergie ne savait plus trop dans quelle direction aller, eh bien, le système s'est complexifié et la paix est revenue. Là où je m'inquiète en entendant ça, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait pas se dire que le retour à la paix, le retour à l'équilibre, c'est pas tout simplement le retour à l'état antérieur? Tu vois, en quoi est-ce que c'est un nouveau système vers l'avant, que c'est pas tout simplement un retour antérieur, qui est un état de paix, qui s'est complexifié, l'énergie s'est un peu affolée, et puis bouf, le système reprend l'équilibre. Oui, alors c'est ce qu'on est en train de vivre avec la pandémie aujourd'hui. Hein, c'est vraiment passionnant de regarder ce que la presse
rabâche maintenant depuis un bon mois, hein, la sortie de pandémie. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va retourner à nos mauvaises habitudes d'avant? Ça, c'est la première hypothèse. Est-ce qu'on va au contraire rentrer dans une espèce de processus de déclin d'effondrement, ou est-ce qu'au contraire, les bonnes habitudes qui ont été prises par certains vont faire école et vont permettre de construire un monde nouveau? Ben voilà, on est très exactement dans les trois scénarios que j'ai essayé de décrire tout à l'heure, et on est aujourd'hui confronté à ça. Alors, quel pari faut-il faire? Est-ce qu'il faut faire le pari sur l'intelligence humaine, sur la bêtise humaine ou sur la paresse humaine? En fait, en gros, c'est les trois paris qu'il faut faire. Alors, ça, je me permettrai pas de donner une théorie sur la chose. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la question est vraiment posée et que revoyons-nous dans 6 mois et on va voir un tout petit peu ce qui en est sorti. Moi, je suis pas du tout pessimiste. Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de gens autour de nous euh, qui ont qui ont vraiment compris qu'il fallait sortir par le haut, pour reprendre l'expression que nous partageons, François, de sortir par le haut, et que il y a des mauvaises habitudes à éliminer, que finalement prendre de nouvelles habitudes bonnes n'est pas forcément quelque chose de dramatique, et pas forcément quelque chose d'hyper difficile, mais impose quelque part une nouvelle manière de vivre, mais qui est exaltante en soi. Donc voilà, moi je pense que, allez, je suis plutôt optimiste, mais ça veut rien dire d'être optimiste ou pessimiste. De toute façon, l'homme est ce qu'il est, la nature humaine est ce qu'elle est, et on peut épiloguer pendant 1000 ans. On le saura dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je sais pas. Mais je te promets, François, que je te téléphonerai, on se fera une bouffe et on en parlera. On prend rendez-vous tout de suite, Marc, avec plaisir. Avant de te rendre la parole pour que tu continues le webinaire de ce soir, je vous rappelle juste à nos auditeurs qui sont libres de poser des questions dans le chat qui est à côté de leur écran, et si on a le temps à la fin de la conférence, je me ferai l'écho de vos questions auprès de Marc. Vas-y Marc, continue s'il te plaît. Allez, deuxième volet, on est parti. Alors bon, j'ai voulu dans ce premier petit volet parler un peu de complexité, parce que je crois que c'est vraiment crucial que nos amis comprennent que nous sommes en train de vivre un saut de complexité, et je voulais leur faire comprendre ce que ça voulait dire complexité, un nouveau type d'ordre, un nouveau type de processus, un nouveau type d'émergence. Voilà, ce sont les trois mots-clés un peu techniques, et je m'excuse auprès de ceux qui ont été embêtés par ces mots-là. Maintenant, je voudrais rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus concret. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est de sortir de la complexité du monde, la complexité théorique, et de parler de la complexité de nos sociétés humaines. Alors, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de regarder deux choses, parce qu'on est vraiment dans notre monde aujourd'hui, on est dans une binarité, une bipolarité qu'on n'aime pas, exposer, dont on n'aime pas parler. C'est politiquement incorrect. Moi, je dis, il y a dans nos sociétés depuis toujours deux dimensions que les sociologues connaissent très bien: la dimension sociétale d'une part, et la dimension que j'appelle communautale d'autre part, parce que le mot communautaire, je le prends avec des pincettes, parce que ça fait trop penser à communautarisme, ça fait penser à sectarisme. C'est pas ces mots-là. Communautal, c'est ça concerne la communauté de vie. Une famille, c'est une communauté de vie. Une entreprise, c'est une communauté de vie. Un quartier de ville, c'est une communauté de vie. Mon petit village ici dans le Morvan, c'est une communauté de vie. Donc c'est bien dans ce sens-là que je prends le mot communauté, hein, pas du tout dans le monde, sur le mode sectaire. Voilà. Alors le sociétal, c'est quoi? Le communautal, c'est quoi? Eh bien, le sociétal, en gros, ben, il vise, c'est la société, hein, c'est la société civile. Il vise le fonctionnement d'une population, tant au niveau politique, hein, qui donne les règles du jeu, les règles de vie commune, le côté économique, hein, l'économie qui alimente le système et qui apporte les ressources qu'il faut pour les transformer en utilités dont nous avons besoin, très bien. Et puis il y a la vie sociale, tout simplement, hein, qui grouille d'activités diverses, qui va je vais travailler dans mon usine demain matin, je participe à un club de football,
et j'ai un cercle d'amis avec lesquels j'aime beaucoup passer une soirée de temps en temps, prendre l'apéro une fois de temps en temps. Donc on a bien ces trois dimensions, politique, économique et sociale, tout va bien. Et toutes les interactions avec tout ça. Hein. Donc on sait très bien dans notre vie de tous les jours que tout ça interagit. Il n'y a pas de cloisonnement. L'économique, le politique et le social se mélangent avec les tensions qui s'installent entre elles. Hein, si je suis un entrepreneur et que la vie politique m'impose des règles de gestion de l'économie de plus en plus rigides, de plus en plus dures, de plus en plus restreignantes, il est clair que ma vie d'entrepreneur va rentrer en conflit avec le politique, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça c'est le côté sociétal. Le côté communautaire, lui, il a aussi trois pôles, mais qui sont pas les mêmes. Fondamentalement, la vie communautaire, une famille, une entreprise, un club, peu importe, il vise l'accomplissement d'un projet. L'accomplissement d'un projet, d'une mission, d'une vocation, appelez ça comme vous voulez. Et il véhicule trois choses. Il véhicule d'abord une tradition, une mémoire, hein, ma famille, eh ben, c'est telle famille qui a vécu telle et telle chose. Mes arrière-grands-parents étaient, mes grands-parents étaient, mes parents étaient. On est bien porteur d'une mémoire qui, quelque part, structure notre identité, en partie en tout cas. On a aussi une intention. Une intention, c'est de dire ah bah oui, ma famille, on voudrait bien arriver à faire tel projet commun. On aimerait bien avoir tel mode de vie futur. On aimerait bien, comme tous les parents du monde, je pense, dire qu'est-ce que je peux faire pour que mon projet à moi, c'est que mes enfants puissent avoir un bel avenir et les outils qu'il faut pour que cet avenir soit constructible. Et puis, ou l'entreprise, ça c'est plus clair encore. Hein, la communauté de vie qu'elle a entreprise, elle a un projet collectif, un métier, etc. Et puis entre le passé, la mémoire, la généalogie et le futur, qui est cette intention, ce projet, il y a la vie réelle de tous les jours, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les activités qui visent à réaliser ce projet. Et là encore, on constate que du côté communautaire, pas communautaire, il y a des mécanismes qui se mettent en place, qui soient d'ailleurs rituels ou contractuels, peu importe. C'est des mécanismes pour l'admission d'un nouveau membre. Hein. Quand un enfant naît, il y a toute une série de rituels familiaux qui se mettent en place pour l'accueillir, pour montrer aux parents que les liens sont forts et qu'on est solidaire avec cet enfant. Et l'idée de parrainage, par exemple, dans le monde chrétien. Tout ça veut dire quoi? Que la vie communautale est une vie pleine de rituels, plein de manières de poser des choses fortes. Voilà. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est là où je veux en venir dans ce premier temps. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai l'impression, aujourd'hui, que le sociétal et le communautal sont en train de divorcer, mais plein pot. On a la société française, voilà, avec son côté politique, avec son côté économique, avec son côté social, très bien. La société française, c'est une chose. Et puis, on a toutes les communautés de vie. Les communautés de vie, ça s'appelle une entreprise, une famille, un village, peu importe, une petite région comme Montmorvan en moi. Et là, on se rend compte qu'il y a divorce total. On parle plus de la même chose. Le sociétal et le communautal sont en train de divorcer plein pot. Alors évidemment, le communautarisme, et là je reprends le mot à bon escient, le communautarisme ne fait que souligner ce divorce, ne fait que l'exploiter même. Hein. Mais je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, nous avons un énorme problème. Nos organisations sociétales ne sont pas assez complexes pour assumer la réalité de notre vie sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Et revenir aux fondamentaux, ça consiste à dire que l'histoire collective de l'humanité, c'est un immense processus global.
mais qui est travaillé par des tas et des tas et des tas et des tas de processus plus petits et qui sont intriqués. Ça s'appelle des peuples, ça s'appelle des nations, ça s'appelle des sociétés, ça s'appelle des communautés. Hein, tout ça fait l'humanité. Et cette humanité, aujourd'hui, elle est pas bonne. Elle est pas bonne dans la mesure où on a complètement oublié qu'il y a dans tout processus, et je l'ai dit tout à l'heure en théorie, et maintenant je viens en pratique, le processus humain a besoin absolument qu'il y ait 5 fonctions régulatrices qui soient assumées. Alors, quelles sont ces fonctions régulatrices? Revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a le passé. Le passé d'une société, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les connaissances, c'est l'histoire, c'est tout ce qui a été accumulé pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. C'est une fonction qui est essentielle, comme le jargon dit, c'est une fonction noétique, c'est la connaissance, hein, c'est tout ce qui concerne le passé. Et puis, il y a une autre fonction, c'est l'avenir. On veut faire quoi ensemble? Et ça, mais c'est un déficit énorme dans notre vie sociétale. On ne parle pas de ce que l'on veut faire ensemble. On dit comment faire, mais on ne dit pas pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut? On dit pas, on répond pas. On dit comment. Il faut des lois, ça c'est la fonction politique. Il faut une certaine prospérité, ça c'est la fonction économique. Il faut des ressources et il faut les utiliser à bon escient. Hein, ça c'est la fonction, disons, écologique au sens scientifique et pas au sens militant. Mais on ne dit pas qu'est-ce qu'on veut faire, quelle est la raison d'être du vivre ensemble. Et ça, on en a déjà parlé, je pense, la dernière fois. Et je pense que là, il y a vraiment des questions, mais colossales derrière ça, et qui ne sont pas répondues aujourd'hui. Alors moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est que ces 5 fonctions, donc l'avenir long terme, l'identité venant de l'histoire, le rapport à la nature et l'écologie et aux ressources, la fonction politique qui pour moi doit être une fonction éthique, ça veut dire quelles sont les règles du jeu de la vie en commun. C'est ça la fonction politique. C'est comment vit-on ensemble? Quelles sont les règles? Quelles sont les lois? Quelles sont les modalités que nous souhaitons pour vivre ensemble en paix et en bonheur? Et puis il y a la fonction économique qui est la fonction qui permet de générer cette prospérité dont nous avons tous envie. C'est d'avoir ce dont on a besoin pour vivre bien avec ceux qu'on aime. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ces 5 fonctions aujourd'hui, elles existent pas vraiment. Et je vais essayer de mettre ça en avant. Alors, moi, je pose un premier principe. Et c'est une conviction forte. C'est qu'il faut que ces 5 fonctions soient indépendantes l'une de l'autre. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'ai fait un webinaire comme ça qui était avec le conseil régional de ma région, donc Bourgogne-Franche-Comté. Et on n'était pas mes interlocuteurs posaient la question de savoir vraiment, mais on sert à quoi nous les politiques? On a plein d'envies, on a plein de projets, on a plein de choses en tête et en face. On sait plus trop où on en est dans l'organisation de la cité. On sait plus trop. Et donc moi je crois que la première chose à faire, c'est de dire il faut absolument faire le principe de séparation de tous les pouvoirs. Vous vous souvenez, la loi sur la laïcité, séparation du politique et du sacerdotal ou du religieux, oui, bien sûr, mais il faut aller plus loin. Il y en a pas 2 des pouvoirs, il n'y en a pas 2 des fonctions, il y en a 5. Et comment on fait pour les séparer? Et pourquoi est-ce qu'il faut les séparer? Tout simplement parce que il y a 2 bonnes raisons. La première, c'est du point de vue temporel. Il est clair que ceux qui s'occupent du passé, ceux qui s'occupent du long terme en avant et ceux qui s'occupent du présent et du court terme, forcément, ils parlent pas de la même chose. Or, maintenant, on demande aux politiques, par exemple, au pouvoir politique, d'être en même temps sur le long terme et sur le court terme. Mais ça n'a aucun sens. Il est bien évident que les cycles électoraux étant extrêmement courts de 4-5 ans,
on peut pas demander à un politicien professionnel de se poser des questions à 50 ans. C'est pas ça l'essentiel de sa mission. Sa mission, c'est de résoudre les problèmes ici et maintenant. Et donc, on ne peut pas mélanger le court terme et le long terme. Comme on ne peut pas mélanger le passé, on ne peut pas instrumentaliser le passé, la mémoire, l'identité d'une nation pour en faire un levier de la politique politicienne à court terme. Donc, du point de vue temporel, le passé, le présent et l'avenir doivent être séparés. C'est pas les mêmes instances, c'est pas les mêmes pouvoirs. Dans l'autre sens, maintenant, du point de vue spatial, il est extrêmement clair pour moi que la mission politique est d'abord et avant tout, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète avec force, c'est d'établir une éthique, c'est-à-dire un comportement positif qui permet de garantir la paix et la bienveillance. Il y a un deuxième point qui est la prospérité économique. Il faut que nous ayons les utilités qui nous soient fournies pour pouvoir fonctionner correctement dans notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on aspire. Et puis il faut, et là c'est de plus en plus pressant, de plus en plus urgent, de plus en plus stratégique, il faut garantir l'équilibre écologique. Mais ce sont trois problématiques complètement différentes. Si on les mélange, comme c'est le cas maintenant, c'est un bordel, mais pas possible. C'est la politique qui s'occupe d'économique alors que c'est pas son problème, et que l'économique veut mettre la main sur l'écologique pour pouvoir avoir les ressources dont on a besoin à court terme sans réfléchir plus loin que le bout de son nez. Donc il est bien évident que ces trois problématiques doivent être séparées. Donc vous sentez bien que je suis en train d'essayer de vous proposer un système de gouvernance de nos sociétés qui est radicalement différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut bien cerner ces 5 fonctions différentes, le long terme, le passé, le présent, et d'autre part, le politique, c'est-à-dire l'éthique, l'économique, c'est-à-dire la prospérité, et l'écologique, ça veut dire la notion de respect de la nature dans laquelle nous allons puiser tout ce dont nous avons besoin. Alors, une fois qu'on a bien défini les 5 notions, les 5 fonctions, une fois qu'on a dit que ces 5 fonctions doivent être séparées, très bien, mais alors la question politique fondamentale ressort. Mais qui va exercer ces pouvoirs? Qui va avoir la possibilité de maîtriser la fonction politique, la fonction philosophique à long terme, la fonction culturelle du passé, etc. Qui Comment on va désigner ces gens-là? Et pourquoi va-t-on les désigner? Et ça, c'est tout le problème qui se pose dans le monde sociétal depuis toujours. Alors moi, je voulais juste dire qu'il y a 5 scénarios qui ont été expérimentés par les êtres humains depuis longtemps. Alors le premier scénario, c'est le plus simple. Ça s'appelle l'autocratie. Il y a quelqu'un qui prend le pouvoir. Et tous les mouvements populistes que vous connaissez un peu partout dans le monde, en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui prend le pouvoir et qu'une fois qu'il a le pouvoir, ne fait que renforcer son pouvoir personnel. Alors, c'est quoi l'avantage? L'avantage, peut-être, dans un certain nombre de cas, c'est l'efficacité et la réactivité. Comme il n'y a qu'un seul gars qui décide tout, il décide vite. Bien ou mal, ça, c'est un autre débat. Enfin, il décide vite. Quelle est la limite? On l'a vu, on le connaît. Le XXe siècle nous en a donné des exemples monstrueux. C'est l'abus de pouvoir, c'est-à-dire le totalitarisme. Ça veut dire ce qui est en train de se passer, notamment, mais pas seulement, notamment en Chine maintenant. C'est très clairement un pouvoir totalitaire qui veut régenter toutes les dimensions de l'existence et de la vie de chacun des membres de cette société. Ça, c'est l'autocratie. Face à ça, l'autre côté, il y a la démocratie. Deuxième scénario. La démocratie, c'est les gens délèguent le pouvoir. Alors l'avantage, c'est que normalement, c'est une ambiance qui est censée être consensuelle. La démocratie, quand on élit quelqu'un, ça veut dire que cette personne est élue à la majorité, donc la majorité est contente. Ça, c'est la théorie. En pratique et en France, c'est extraordinaire. C'est qu'on élit quelqu'un, il est à peine élu, que le lendemain, on commence déjà à critiquer et à dire qu'on est déçu. Donc, il y a là une espèce de mécanique un peu curieuse qui dit que finalement, il suffit d'être élu pour que sa cote de popularité s'effondre.
Alors, les limites de la démocratie, bah, c'est ce qu'on vit un peu aujourd'hui. La limite de la démocratie, pardon d'être un peu trivial et un peu brutal dans mes propos, mais c'est l'immense possibilité de manipulation des crétins. Donc, on est devant quelque chose qui est censé être de la démocratie, mais qui devient très très vite de la démagogie, électoraliste et autres. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, démocratie, ça a des avantages, mais aussi des limites. Alors, on a essayé d'autres trucs dans le temps. Par exemple, l'aristocratie. Ariston en grec, ça veut dire le meilleur. Donc, c'est les meilleurs qui reçoivent le pouvoir. Ah bon. L'avantage, évidemment, c'est que si on a vraiment les vrais meilleurs, on a une excellence de gouvernance quasiment assurée. C'est la République des philosophes de Platon, par exemple. La limite, c'est quoi? C'est de définir meilleur par rapport à quoi. Et qui va décider par rapport à quoi on va désigner ou pas tel ou tel meilleur. Alors la technocratie, ça c'est un mot beaucoup plus récent. Là, ce sont les compétents qui exercent le pouvoir. Alors évidemment, il y a un avantage terrible à la technocratie, c'est que c'est exact, c'est précis, c'est nickel chrome. Ah oui, c'est des vrais spécialistes. Donc ils ne se trompent pas par définition. La limite, c'est quoi? La limite, c'est que par définition, un spécialiste, il est spécialisé, et donc on est dans un monde de cloisonnement des spécialisations. Chacun a son petit KGB, et ça communique pas trop, et on n'a pas de solution globale, on n'a que d'excellentes solutions tout à fait partielles et insuffisantes. Et puis il y a, pardon du mot technique, mais moi j'adore cette perspective, de ce qu'on appelle la stochastocratie. Alors, stokastos, c'est le hasard, et kratie, donc c'est le gouvernement, le gouvernement, où en fait c'est le sort qui met au pouvoir. On tire au sort. On dit ben voilà, on a telle fonction à remplir, eh bien que tous les gens qui ont les compétences techniques et l'habilité morale pour le faire, ben ils posent leur candidature volontaire et on tire au hasard. Alors quels sont les avantages de ça, de ce tirage au sort qui a existé, notamment en Grèce antique? Euh, L'avantage, c'est que, évidemment, l'abolition de tous les dogmatismes, des clientélismes, des électoralismes, de tous les idéologismes, de tous les népotismes. Bah oui, forcément, vu que c'est le sort qui décide, il n'y a pas de pression à faire sur le système, vu qu'il n'y a plus de système électoral. La limite, évidemment, c'est de dire, oui, mais dans tout ça, qui peut être volontaire? Quelles sont les pattes blanches qu'il faut montrer pour pouvoir être tiré au sort? Est-ce que tout le monde est tiré au sort? Alors là, on risque d'avoir des incompétents notoires. Ou alors, est-ce que c'est certains qui peuvent être volontaires pour être tirés au sort? Et dans quel cas, dans ce cas, quels vont être les critères et qui va le décider? Donc, vous voyez, ce que j'essaie, moi, d'exprimer, c'est que ces 5 scénarios, j'ai rien inventé, et toute la vie politique de l'humanité a été un cocktail de ces cinq dimensions. Il va bien falloir un jour qu'on discerne, et c'est ça mon propos, c'est qu'on discerne très 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 clairement pour chacune des 5 grandes fonctions sociétales qui doivent être remplies, quel est le meilleur panachage des 5 modalités. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une modalité qui est bonne. Toutes les modalités ont des avantages et toutes les modalités ont leurs limites. J'ai essayé de l'exprimer extrêmement rapidement. Donc, moi, je pense que il va falloir réfléchir très fortement dans cette société d'un niveau supérieur de complexité. Il va falloir réfléchir très très sérieusement quel est le bon panachage, quel est le bon dosage des 5 mécanismes que je viens d'exprimer pour chacune des 5 fonctions que j'ai voulu vous exprimer. En tout cas, ce qui est clair, et là je vais probablement m'attirer la haine de beaucoup d'entre vous, mais ce qui me paraît moins clair aujourd'hui, photo, c'est que la démocratie, aujourd'hui, n'est plus du tout la bonne solution. La démocratie, c'est un mot fabuleux. C'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Comme Churchill le disait, de tous les systèmes que je connais, c'est le moins mauvais. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la démocratie a viré au démagogisme. Un démagogue.
quelqu'un qui veut le pouvoir et qui pour ça est capable de manipuler l'opinion de manière mais complètement éhontée. L'électoralisme, on prend des décisions non pas du tout pour le bien commun, mais on prend des décisions de manière à augmenter nos chances d'être réélus à la prochaine élection. Le népotisme, c'est évident, c'est les nominations de gens à des postes clés, tant qu'on a le pouvoir pour pouvoir garantir quelque part la continuité de ce qui est notre pouvoir à soi, etc., etc. J'en arrête là. Je crois qu'aujourd'hui, la démocratie, elle est devenue ça. Elle est devenue ça avec la puissance des partis, l'obsession de vouloir créer des idéologies, et ça en France c'est typique. Moi qui suis pas français, je le constate avec énormément d'étonnement. Hein. C'est cette obsession de vouloir tout ramener à gauche-droite. Mais gauche-droite, ça veut juste rien dire. Ça veut juste rien dire. Il y a beaucoup plus d'options sociétales que gauche-droite. On l'a vu tout à l'heure. Donc voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et le coronavirus nous a encore bien montré la chose, c'est que nous sommes dans une impasse. La démocratie, on va dire, classique, moderniste, celle qui a été créée quelque part au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, cette démocratie-là, elle a en tout cas prouvé des choses incroyablement fortes. C'est que ce n'est pas le gouvernement qui a le pouvoir dans nos pays, c'est l'administration. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, mais 3 fois. Hein. Clairement, c'est l'administration qui a le pouvoir, c'est pas le gouvernement. Les gouvernements passent, l'administration reste. Et la deuxième chose qu'il faut souligner 3 fois, c'est de dire que ce pouvoir politique aujourd'hui a montré son incapacité à résoudre les vrais problèmes. Hein, on est toujours dans des problèmes superficiels justement de jeu de pouvoir, qui va faire quoi, qui va décider quoi. Mais les vrais problèmes comme le coronavirus, comme les approvisionnements rapides en médicaments ou en masques, tout ça, là ça a foiré. Pourquoi? Parce que l'administration est incapable de gérer une logistique d'urgence. Donc on est bien là dans quelque chose qui est un procès de la démocratie. Mais en faisant ce procès de la démocratie, je vous regarde droit dans les yeux là. Je ne suis pas du tout en train de prôner une quelconque dictature, loin de là. Hein, au contraire, je hais le totalitarisme, je hais la dictature, je hais l'autocratie dans toutes ces modalités. Mais je crois qu'il faut dépasser notre démocratie aujourd'hui et inventer autre chose. Voilà, mon cher François, c'était le deuxième volet. Très complexe, parfait, Marc. Le volet politique, effectivement, était indispensable à aborder à un moment ou à un autre de ce cycle de 5 webinaires. Je te prendrai pas beaucoup de temps parce qu'il te reste encore un volet à traiter. Nous avons déjà passé 1 heure. Et comme vous l'avez vu la dernière fois, après 1h30, la LearnyBox, enfin le logiciel que l'on utilise, coupe de lui-même après 1h30. Donc certains peuvent avoir l'impression que Marc a été coupé ou que le webinaire s'est interrompu brutalement, mais non, c'est juste un délai qui est imparti par notre solution informatique. Donc je te prendrai pas beaucoup de temps, Marc. Évidemment, je te trouve très très dur dans ta critique de la démocratie, système politique auquel, finalement, les démocraties occidentales, pas juste la France, mais on fait leur équilibre et leur tambouille avec les travers que tu as décrits. Toutefois, là où ça me semble évidemment, tout système politique a une certaine santé, une certaine hygiène. Montesquieu l'a décrit. Quand tu sépares les pouvoirs, c'est la première des choses à faire. C'est la séparation des pouvoirs. Et puis Tocqueville est passé par là derrière et a dit oui, mais il y a encore une autre ligne de sécurité qui sont les contre-pouvoirs. Parce que toute démocratie ou tout système politique a ses contre-pouvoirs. Et puis tu as un politique fort, plus tu as des contre-pouvoirs forts, à moins d'être chinois effectivement, où tu as liquidé tous les contre-pouvoirs. Il n'y a plus de contre-pouvoirs. Je pense qu'une santé, une certaine hygiène de l'exercice du politique tient en le fait de donner le pouvoir à certaines personnes et puis de donner du contre-pouvoir à d'autres personnes. Je pense évidemment aux autorités de contrôle, de surveillance, à la presse. Tu sais, je suis journaliste et très attaché à ce statut et à la fonction même de la presse qui agit comme un contre-pouvoir et qui empêche donc les excès. Et ça me semble être assez sain finalement comme situation, comme système politique. C'est pour ça que j'ai proposé de réfléchir à cette notion des 5 fonctions qui sont chacune le contre-pouvoir des 4 autres, de facto. Hein, parce qu'on parle pas de la même chose et que donc le métabolisme d'un organisme sain, et c'est toi qui as parlé de santé, et j'adore ce mot-là,
c'est qu'une société saine est une société qui a un métabolisme qui permet effectivement de faire se rencontrer ces 5 points de vue qui, presque pas par essence, par définition, sont les contre-pouvoirs des 4 autres. Moi, je suis très très méfiant en revanche sur les contre-pouvoirs non organisés et soi-disant spontanés. Tu parlais de la presse. Eh bien, moi, je sais que tu es attaché à ça et je sais que tu es un homme d'une probité remarquable. Donc, c'est certainement pas de toi dont je parle. Mais quand on voit aujourd'hui, avec le coronavirus, qui est quand même un processus intéressant et très 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 fort du point de vue du point de vue du révélateur photographique qu'il est de notre société, la presse a joué un rôle catastrophique. La presse aujourd'hui, tous les médias, quels qu'ils soient, pas seulement la presse, tous les médias, quels qu'ils soient, ont amplifié ou détourné ou transformé ce qui était un problème de pandémie sanitaire en en une logique de développement d'une panique et d'une peur généralisée en faisant du sensationnel, du catastrophiste complètement aberrant. Je pense que ce que comme toi d'ailleurs j'ai toujours défendu, c'est la nécessité pour les médias d'avoir une déontologie profonde. Cette déontologie, elle n'existe presque plus. Et on est devant des médias qui font du sensationnel, qui vendent de l'audience et qui savent très bien que la meilleure manière de vendre de l'audience, c'est de faire paniquer les gens et de faire du catastrophisme et du sensationnalisme. Et ça, je te jure que moi j'y pense, j'ai envie de faire un bouquin là-dessus, justement de faire le procès des médias en disant là vous avez fauté. Là, vous êtes responsable d'assassinats de centaines de milliers de personnes parce que vous avez confondu un problème sanitaire avec un problème de catastrophisme sensationnaliste. Et là, je suis très, très, très en colère. Très, très en colère. Bon, nous en parlerons ensemble tous les deux, Marc, en tête à tête. Je te laisse poursuivre. Bon, alors, j'ai essayé de vous parler de la complexité du monde, en termes un peu théoriques. J'ai essayé de vous parler de la complexité de la société et de ce que ce petit schéma très simple du futur, passé, extérieur, intérieur et le métabolisme entre tout ça peut donner du point de vue de la bonne santé, pour reprendre ton expression, François, la bonne santé de nos sociétés. Maintenant, je voudrais vous parler de l'homme. Et je pense que on a quelque chose là qui va peut-être vous faire deviner pourquoi dans la conception de ces cinq webinaires dont nous sommes en train de vivre le dernier, il y en a 5 justement et pas plus. Et quand je vous disais tout au début, qu'est-ce qui nous arrive? Je vous parlais en fait de la réalité que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre, qui est notre histoire, notre histoire. Quand je vous parlais de quelle est ma bonne raison de vivre, je vous parlais du futur. Je vous parlais de projetons-nous dans le futur, on veut faire quoi? Quand je vous parlais de qu'est-ce qui est sacré, je vous parlais des valeurs, je vous parlais de la manière de nous ancrer dans nos convictions et dans notre logique interne. Quand je vous parlais de la reliance au monde, c'était la semaine dernière, je vous parlais de l'écologie humaine, je vous parlais de la manière de fonctionner avec le monde. Et puis aujourd'hui, je mets tout ça ensemble et j'essaie de dire un truc tout simple, c'est waouh, qu'est-ce que la vie humaine est complexe. Et avec ces 4 grandes pressions autour de nous, comment on va faire pour créer la vie de demain, pour créer la société de demain, pour créer le monde de demain. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est vous proposer maintenant d'intérioriser ce qui vient d'être dit. Ok, il faut mettre de l'ordre dans la société, c'est ce que je venais d'évoquer dans le deuxième volet. Il faut comprendre le saut de complexité et comprendre vraiment ce que ça veut dire. C'était le premier volet. Moi, j'ai envie de vous proposer un truc pour terminer, et c'est quelque chose qui me paraît essentiel. Je vais vous dire quelque chose qui est une confidence.
Je suis intimement persuadé aujourd'hui que l'homme va pas bien dans sa tête. Je crois qu'on est en train de dérailler. Je crois qu'on est en train de déconner, si vous me permettez le mot un peu vulgaire. Je crois qu'on est en train de sortir de quelque chose qui est une bonne santé, non pas sociétale, comme François le suggérait il y a quelques minutes, mais d'une bonne santé mentale, d'une bonne santé intérieure, d'une bonne santé euh, au fond de nous. Alors, essayons de comprendre comment nous fonctionnons. Nous sommes dans notre tête des processus. On a un processus mental, hein. Tout ce que nous le vivons à travers notre pensée, à travers notre esprit. Tout ce que nous ressentons, tout ce que nous échafaudons, tout ce que nous élaborons, tout ce que nous mémorisons, tout ça se passe à l'intérieur de nous. Ah ben, on a les mêmes 5 fonctions au niveau mental, et c'est celle-là dont je voudrais vous parler pour remettre de l'ordre dans nos têtes. Alors, c'est quoi ça? Ben, on a une mémoire. Ah ben oui. Nous sommes d'ailleurs le fruit de cette mémoire. Nous avons une volonté. On a envie de faire quelque chose de notre vie. On a le besoin de construire. On a le besoin de réaliser. On a le besoin d'accomplir. Très bien. Une volonté. Donc, une mémoire derrière, une volonté devant. Pour ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a comme premier outil notre contact avec le monde extérieur, la reliance dont on a parlé la fois dernière, c'est notre sensibilité. On ressent des choses, à différents niveaux d'ailleurs. Ça peut être de l'émotionnel reptilien au niveau le plus bas, ça peut être une extase mystique au plus haut niveau de la sensibilité. Très bien. Et puis, dernier pôle, on a une intelligence aussi. L'intelligence, ben, on voudrait bien mettre de l'ordre dans tout ça. On voudrait bien que tout ça soit cohérent. On voudrait bien avoir une vie alignée, comme on dit de plus en plus souvent aujourd'hui. Bon, très bien. Donc, il y a cette cohérence, cette intelligence, ces règles de vie qui vont se mettre en place, ces grilles de lecture, ces méthodes. Bon. Et puis, ben, au milieu de tout ça, il y a la volonté qui veut quelque chose, il y a la mémoire qui nous dit autre chose, il y a l'intelligence qui veut mettre de l'ordre et la sensibilité qui met du désordre. Comment on fait pour allier tout ça? Ben, au milieu, il y a quelque chose qui s'appelle la conscience. Et vous voyez apparaître comme ça les 5 mots-clés de ce que c'est que l'esprit humain. Mémoire, volonté, sensibilité, intelligence, conscience. Très bien. Donc, essayons de mettre de l'ordre dans notre tête. Essayons de mettre de l'ordre dans notre tête. Notre mémoire nous dit qui on est. Très bien. La notion d'identité. Très bien. Est-ce qu'on est en clair là-dessus? C'est quoi mon caractère? C'est quoi ma culture? Est-ce que je suis attaché à ma culture? C'est quoi mes valeurs? C'est quoi mes compétences? C'est quoi mes talents? J'ai hérité de tout ça. J'ai construit tout ça. Tout ça, c'est mon vécu. Très bien. Mais est-ce que j'ai une idée claire là-dessus? Moi, je suis quelqu'un qui a eu la chance ou la malchance, hein, à vous de voir. J'ai pas de langue maternelle, pardon. J'ai N langues d'enfance et je sais plus trop où est ma culture parfois. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Donc, je mélange des langues différentes. Et bon, depuis que je vis en France depuis 20 ans, ça, j'ai décidé que le français était ma langue maternelle. Mais je vais vous assurer que c'était pas du tout toujours le cas. Eh ben, c'est très difficile de savoir, de définir quelle est sa culture linguistique la plus fondamentale, la plus profonde. Moi, je me souviens d'une discussion incroyable avec quelqu'un dont c'était la spécialité, qui m'a dit, oui, mais bon, ok, dans quelle langue tu penses? Ouais, je sais pas, ça dépend où je suis. Dans quelle langue tu rêves? Bah, ça dépend là où je suis. Dans quelle langue tu comptes? Bah, ça dépend là où je suis. Bon, je vous passe les détails. Ce qui m'a amusé là-dedans, c'est sa conclusion. Il dit, bon, alors on en vient au test final. Tu prends un clou, tu prends un marteau, tu veux enfoncer le clou avec le marteau, mais tu rates le clou et tu t'écrases le pouce. Tu jures dans quelle langue? Alors là, je lui dis, alors ça c'est clair. Là, c'est en flamand. Ça c'est très clair. C'est la langue de mon enfance, c'est le flamand, et je jure en flamand. Ça c'est évident. Voilà. Tout ça pour dire, c'est une petite anecdote juste pour dire que c'est pas si évident.
C'est pas si évident de savoir qui on est. C'est pas si évident de pouvoir clairement dire, par exemple, quels sont mes talents. Je vous invite une petite expérience avec la personne qui vous connaît le mieux, votre conjoint ou votre meilleur ami, peu importe. Vous faites le petit jeu suivant. Vous vous mettez dans un coin, prenez un bout de papier et vous écrivez sur ce bout de papier les 5 talents que vous reconnaissez comme étant les talents les plus clairs, les plus dominants que vous ayez en vous. Bon. Et puis, en lui laissant la totale liberté, vous demandez à cette personne qui vous connaît le mieux de vous faire la liste des 5 talents qu'elle vous reconnaît comme étant les talents dominants dans votre réalité. Jusque-là, tout va bien. Là où ça va moins bien, c'est quand on compare les 2 listes. Et là, je peux vous assurer qu'il y a des surprises colossales. Parce que les talents que vous reconnaissez à vous ne sont pas forcément reconnus par les gens qui vous connaissent bien. En revanche, les gens qui vous connaissent bien vous attribuent des talents que vous ne vous attribuez pas du tout. Et là, vous commencez à vous dire, je suis où, moi, dans ce jeu-là? Donc, vous voyez, cette notion de la mémoire, cette notion de l'identité, cette notion de ce que l'on est, il faut mettre de l'ordre dans sa tête. Je reviens sur cette idée, mettre de l'ordre dans sa tête. Au niveau de la volonté. Niveau de la volonté, donc c'est une projection vers le futur, donner du sens, avoir le sens de l'accomplissement, s'accomplir soi-même en plénitude, très bien. Quelle est ma vocation? Très bien. Quelle est ma mission? Au service de quoi vais-je mettre mon existence? Je reviens pas sur ce thème-là, on l'a traité pleinement il y a quelques semaines. Ce que je veux simplement dire, que c'est pas clair du tout, et qu'encore une fois, sur ce que l'on veut être, ce que l'on veut devenir, ce que l'on veut construire, ce que l'on veut accomplir, il faut mettre de l'ordre dans sa tête. Au niveau de l'intelligence, là, moi, j'ai un seul mot. Méthode, 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 méthode. C'est quoi mes méthodes? Quand je suis devant un problème, comment je l'aborde? Quelle est la méthode? Est-ce qu'elle est cartésienne ou pas cartésienne? Est-ce que c'est comme ceci ou plutôt comme cela? Quelle est ma grille de lecture? Quels sont mes modèles? Quels sont mes modes d'approche, mes modalités d'approche? Il faut mettre de l'ordre dans sa tête. Savoir comment on résout un problème. Et ça, je pense que nous le négligeons trop souvent. La sensibilité. La sensibilité. On est dans une période de l'histoire, en tout cas en Europe, où on interroge très fort la sensibilité. On parle beaucoup du cœur, le cœur. Bien. Mais il y a des mots qui sont très différents quand on parle de sensibilité. On parle d'émotion. Et dans les émotions primaires, la peur, l'agression, etc., ça s'appelle les émotions reptiliennes. Est-ce que c'est vraiment celles-là qui sont prioritaires? Et vous allez me dire, mais non, non, celles-là, mais méfions-nous, celles-là, c'est vraiment primitif. Ah oui? Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que vous avez là des dépotoirs d'émotions reptiliennes. C'est épouvantable. Alors, il y a le sentiment, il y a l'amour, il y a les passions. Ah oui, ça, c'est essentiel. Comment peut-on vivre sans cette chaleur du cœur? Sauf que, quand on parle d'amour, on n'est pas clair. Donc, il faut mettre de l'ordre dans sa tête et dans son cœur. C'est quoi amour? De quel amour on parle? Parce que je peux très bien dire, j'aime le steak saignant à la sauce au poivre vert. J'aime lire Nietzsche, ce qui est vrai. J'aime ma femme plus que tout. J'aime me promener le petit matin au moment où le soleil se lève dans les forêts. J'aime. C'est le même mot. M. Mais ça veut pas du tout dire la même chose. Alors quand on dit l'amour, oui, il faut aimer. Oui, mais dans quel sens du mot aimer? Je vous rappelle quand même qu'en grec, il y avait quatre mots pour dire aimer. Il y avait Eros, qui est l'amour physique, l'amour charnel. Il y avait la storie, qui est l'amour affectif, l'affinité de la sensibilité précisément. Il y avait la philia, qui est l'amitié intellectuelle, et il y avait l'agapé, qui est la fusion des âmes et le projet commun et la finalité commune. Donc, vous voyez bien que ce mot aimer, ce mot amour, on le sert à tout bout de champ, mais dans quel sens? À quel niveau? Moi, je crois qu'il faut y réfléchir, il faut mettre de l'ordre dans sa tête.
Et alors, le niveau de la conscience, prendre conscience de, hein, comme conscience, cum sciens. Donc, c'est savoir avec, être dans la connivence de. Est-ce qu'on est bien clair là-dessus? Est-ce qu'on est vraiment au clair là-dessus? Est-ce qu'on est prêt à tout voir, vraiment, et à tout regarder, c'est-à-dire vouloir voir? Ou est-ce qu'on préfère se cacher les yeux, on préfère la politique de l'autruche? Du même genre, est-ce qu'on veut vraiment tout entendre? Est-ce qu'on est prêt à tout écouter? C'est-à-dire à vouloir entendre ce que l'autre est en train de nous dire? Est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Est-ce qu'on est prêt à tout examiner? Une des choses qui me sidère aujourd'hui, c'est la perte grave de l'esprit critique. On prend ou on prend pas, selon l'émotion du moment. Et on n'examine pas les choses. On les examine pas avec soin. Tiens, on me dit ça, je vais croiser avec d'autres informations. Tiens, il y a telle opinion, quelles sont les autres? Comment je vais moi me faire mon opinion et non pas me faire récupérer par l'opinion de l'autre. Je prends un exemple et je veux pas trancher ça du tout. Mais regardez la polémique incroyable à propos du professeur Raoult. Je sais pas comment on dit Raoult ou je sais pas comment on prononce son nom. On est chez Kafka. Alors je sais pas qui a raison, qui a tort, et je vous avoue que quelque part c'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais j'essaie simplement de regarder les choses de l'extérieur et de me dire mais on est dans un monde complètement surréaliste. On n'examine pas, on prend parti, on prend parti au sens le plus vil du terme. Et derrière ça, c'est quoi la réalité? The Lancet fait un article qui est critiqué à tout berzingue, mais que beaucoup prennent pour argent comptant, et puis etc., etc. Je rentre pas dans ce genre de détails. Je veux juste dire que tout examiner, c'est ça, prendre conscience de. Et alors tout assumer. Alors là, on est dans la maladie cruciale de notre monde. C'est le problème de la prise de responsabilité. C'est le problème de se battre pour dire je suis et j'assume. Voilà. J'assume ce que je pense. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je fais. Et alors là, aujourd'hui, on est dans un monde de l'irresponsabilité institutionnalisée. Il n'y a plus personne qui est responsable de rien et tout le monde veut absolument que ce soit un autre qui soit responsable de tout. Hein, ça s'appelle le bouc émissaire, entre nous soit dit. Hein. Donc voilà, je pense que mettre de l'ordre dans sa tête, c'est quelque chose qui est au cœur de ce que devrait être notre attitude aujourd'hui pour savoir ce que l'on peut et ce que l'on doit faire. Mettre de l'ordre dans sa tête sous les 5 dimensions que je viens de dire. Alors, maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et se dire, bon, ben, j'ai mis de l'ordre dans ma tête, c'est bien. C'est quoi? Et je fais quoi après? Ben, ce que je fais après, c'est que j'essaie d'enrichir. J'essaie de m'enrichir intérieurement. D'abord, ne pas avoir honte de ce que je suis. Affirmer mon identité. Je suis moi. Je suis Marc Alévi. Alors, Marc Alévi, c'est Marc Alévi. C'est tout. Je suis moi, j'ai mon histoire, j'ai mes petites idées, j'ai mon travail, j'ai des tas de choses qui font que je suis moi, et je tiens pas du tout à exprimer que je suis moins bien ou pire que quelqu'un d'autre. Non, je suis juste moi, sans arrogance, du tout, sans agressivité, du tout, simplement. Voilà, je suis moi. Voilà, je m'affirme comme tel. Et au-delà de ça, maintenant, il faut enrichir. Alors là, il y a des pistes extraordinaires, magnifiques. Enrichir sa mémoire, enrichir sa volonté, enrichir son intelligence, enrichir sa sensibilité, enrichir sa conscience. Alors, j'ai bien sûr fait référence à mes philosophes fétiches. Oui. Nietzsche. Enrichir la mémoire. C'est passer de la mémoire événementielle, hein. Ah, je sais ce qui s'est passé hier.
Non, ça c'est de l'événementiel. Je préférerais qu'on passe beaucoup plus de temps à réfléchir à la mémoire généalogique. Ça c'est Nietzsche, la généalogie de la morale, hein, mais pas seulement que de la morale. D'où viennent les choses? Quelle est l'histoire des choses? Il faut arrêter de croire que c'est l'événement qui est essentiel. Ce qui est clair, c'est que l'événement n'est jamais que l'expression de quelque chose qui est une généalogie. Si on ne comprend pas la généalogie, on ne comprend pas l'événement. Enrichir sa volonté. Ben la première des volontés de n'importe quel être vivant, c'est l'instinct de survie. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Et moi, je préférais, et là, bien sûr, je fais un clin d'œil à mon Spinoza préféré, c'est la volonté, ça doit être une volonté d'accomplissement de soi, d'aller au-delà de soi, de se dépasser soi-même, d'aller au bout de ce que l'on, pardonnez-moi, de ce que l'on a en soi, pas uniquement l'instinct de survie, il faut aller un peu plus loin quand même. Enrichir son intelligence. Ah, eh bien moi je pense que là, l'intelligence, le mot est là, interligare ou interligare, hein, c'est de construire de la reliance. L'intelligence, c'est pas uniquement faire un raisonnement cartésien, logique. L'intelligence, ça va bien plus loin. C'est d'être dans la reliance à tout le reste. Et ça aussi, on en a parlé la dernière fois. Enrichir sa sensibilité. Alors là, j'en ai, ah oui, là c'est la reliance pour le coup. Je voulais vous parler de Maître Eckhart. L'enrichir sa sensibilité, ça c'est Héraclite. Héraclite. Arrêtons de nous cantonner dans le monde de l'émotion. Il faut aller bien plus loin que ça et rentrer dans la sensibilité lucide. C'est la lucidité sensible. Je regarde le monde tel qu'il est. Je le vois dans sa lumière. Lux lucis, ça a donné lucidité. Je le vois dans sa lumière. Je prends cette lumière et pas les espèces de remugles du fond de mes tripes qui me donnent des émotions reptiliennes sans aucun intérêt. Et enfin, enrichir sa conscience. C'est de passer, et ça c'est Hegel bien sûr, c'est de passer de la conscience de l'objet. Oui, cette table est là, oui, cet ordinateur est là devant moi, ça c'est la conscience de l'objet, et de passer à la conscience du projet. Pourquoi tout ça est là? C'est pas ce qui est là qui est important, c'est pourquoi c'est là. Et donc, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est de réfléchir à tout ça. Comment faire pour enrichir ce que l'on est dans toutes les dimensions de ce que l'on est. Et c'est une vraie ascèse. C'est une vraie ascèse. Et moi, je pense que ça passe par l'élargissement de la conscience qui est un peu une tarte à la crème pour l'instant, surtout du côté des philosophies New Age. C'est quoi élargir la conscience? C'est dans les 4 dimensions. C'est aller vers ce qui nous dépasse, la volonté, l'intelligence, la mémoire, la sensibilité qui est au-delà de nous, mais aussi de côté intérieur, c'est de prendre conscience de l'intelligence, de la sensibilité, de la mémoire, de la volonté qui agit au plus profond de nous. Il y a là 8 dimensions extraordinairement riches. Il y a 8 exercices spirituels à s'imposer tranquillement. C'est de pouvoir élargir cette confiance vers l'intérieur, vers l'extérieur et dans les 4 dimensions, la volonté, l'intelligence, la mémoire et la sensibilité. Alors, voilà, j'en arrive au bout. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous ai parlé beaucoup de complexité aujourd'hui. Moi, je voudrais vous redire quelque chose qui était tout à l'heure très clair, je crois, et que je voudrais réaffirmer, c'est que dans un monde complexe, et nous sommes en train de vivre un saut de complexité, la bonne réponse est la simplicité. Apprenons à être simples. Apprenons à vivre simple. Il faut absolument éliminer tout ce qui est compliqué, toutes les usines à gaz, toutes les bureaucraties, toutes les rigidités. Faisons simple. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons une chance extraordinaire, c'est de vivre justement ce saut de complexité qui nous donne un pied au cul, pardonnez-moi de l'expression, un pied au cul pour faire nous-mêmes un saut dans notre dépassement de nous-mêmes. Voilà, j'en reste là, je vous remercie de votre attention. À toi, François.
Merci Marc pour ce dernier webinaire qui finit en apothéose. Tu as tenu 1 heure et demie. Je ne sais pas si ça va pas couper. Excusez-moi si ça coupe. Je n'espère pas que ça va couper. Je tiens à vous signaler 2 choses importantes. Vous pouvez rencontrer Marc en présentiel, en direct cet été. Il vous invite dans le Morvan. Lui et sa femme ont une merveilleuse structure d'accueil dans le parc régional du Morvan. J'ai écrit les références sur le chat que vous pouvez consulter. Vous aurez plus d'informations à lacabaneverte.fr. C'est le site internet. Et Marc reprendra les 5 webinaires que nous avons fait ensemble depuis un mois et une semaine. Donc, il apprendra lors de ce week-end et vous pourrez interagir en direct avec lui. Première information. Deuxième information, Bibouda va vous envoyer demain un fascicule qui va récapituler les 5 webinaires, les grands thèmes que Marc a un peu abordés. Et ça a donné l'objet à un livret qui doit faire 20-25 pages, qui rassemble un peu les grandes idées qui ont été abordées lors de ces 5 webinaires. Toutes les personnes qui ont été inscrites au webinaire le recevront demain avec l'hyperlien pour le replay. Voilà, donc 2 annonces. Vous pouvez rencontrer Marc 10, 11, 12 juillet chez lui dans le Morvan, boire un verre avec lui et discuter des choses de la vie d'aujourd'hui et de demain en présentiel avec lui. Et deuxième chose, vous recevrez demain un livret d'une vingtaine, 20-25 pages qui rassemble, en simplifiant, les 5 webinaires que nous venons de faire. Marc, si tu as encore un peu d'énergie, je ne sais pas donc si encore les gens sont là ou si ça a coupé, mais si ça te dit, si tu as encore un peu d'énergie, ça te dit qu'on passe à quelques questions? Quand tu veux, bien sûr. Allez, ça marche. Donc, je ne sais même pas si si nos auditeurs nous écoutent encore, si ça n'a pas coupé après 1 heure et demie, parce que là, ça fait 1 heure 30 passée, mais bon, on va faire comme si. Et de toute manière, moi, ça me passionne, donc on y va. Marc, c'est encore un peu d'énergie. C'est parti. Euh... Alors oui, peut-être. Cécile te demandait en début de webinaire, donc il faut rembobiner dans les idées que tu as énoncées, si l'approche par les paradigmes qui m'a été d'une grande aide pour comprendre le chaos qui dure depuis des années, mais est-ce que Monsieur Alevi a fait le tour du côté des neurosciences pour comprendre combien il sera difficile de faire basculer les gens de la courbe rouge à la courbe verte? Penses-tu que ce soit un champ scientifique capital pour demain? Alors, il y a une conscience claire du fait que la nature humaine, neurosciences ou pas, est tout à fait réticente aux bifurcations et aux changements de référentiel de vie. Donc, dès qu'il y a changement, il y a résistance au changement. Les neurosciences, ça c'est un autre débat. Les neurosciences, c'est aujourd'hui la manière d'aborder l'esprit humain, qui jusque-là était quasiment le monopole de ce que j'appelle le psychologisme. Les neurosciences, c'est une autre manière d'aborder l'esprit humain, qui me paraît être extrêmement dangereuse pour 2 raisons. La première, c'est qu'on confond l'esprit humain et le cerveau humain, alors que le cerveau n'est jamais qu'un des organes qui participent à l'esprit humain, n'est pas du tout le seul, et qu'en fait, tout ce qui nous constitue est aussi esprit. La mémoire n'est pas dans le cerveau, la mémoire, elle est aussi dans chacune de nos cellules, l'intelligence est aussi dans chacune de nos cellules, et donc je crois que restreindre l'esprit humain au seul organe cerveau est une erreur colossale. Et la deuxième erreur colossale, c'est de croire que le cerveau fonctionne comme un ordinateur. Parce que fondamentalement, l'analogie fondatrice des neurosciences, c'est d'appliquer au fonctionnement du cerveau une espèce de chimie neuronale qui devrait être similaire au fonctionnement d'un ordinateur, ce qui est radicalement faux. Donc, les neurosciences, je m'en méfie comme de la peste. Mais comme je me méfie de la peste des psychologismes, d'ailleurs, je pense que un des grands malfaiteurs de l'humanité a été Monsieur Freud. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors effectivement, c'est une question qui va peut-être faire sens pour toi. Elle est assez complexe, mais enfin très simple. Je voudrais savoir ce que différencie la complexité actuelle de la complexité d'avant. Comme vous le savez, Monsieur Edgar Morin parlait déjà de la complexité. Donc effectivement, c'est un philosophe sociologue français qui a beaucoup thématisé sur la complexité. Bon, alors il se fait qu'Edgar Morin m'honore de son amitié depuis plus de 20 ans et on a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup échangé ensemble. C'est un homme merveilleux. Je confirme à tous ses fans que c'est un type fabuleux. Alors Edgar est quelqu'un qui est, comme on l'a dit, hein, il est philosophe et sociologue, donc ça veut dire qu'il a voulu
voir la société humaine dans sa complexité et non pas dans une mécanique ou dans une idéologie donnée. Moi, je viens du monde de la physique, donc des sciences dites dures. On s'est rencontrés en convergeant sur nos deux domaines. Et en fait, Edgar m'a fait un cadeau d'amitié magnifique il y a de ça 3 mois. Je lui ai envoyé mon dernier bouquin sur la complexité et il m'a dit j'étais dans la complexité restreinte, tu nous as propulsé dans la complexité généralisée. Je trouvais ça tout à fait charmant de sa part. Et effectivement, je pense que nous avons des convergences fondamentales, lui et moi. Même si on n'est pas d'accord sur tout, mais si on était d'accord sur tout, c'est que le problème serait résolu, donc pas intéressant. Bien sûr. Très bonne réponse. Frédéric te demande, peut-on encore parler de communautal? Donc le terme que tu as employé, mais si tu pourrais redéfinir aussi, s'il te plaît. Peut-on encore parler de communautal quand on voit l'hypertrophie actuelle de l'individualisme? Ah, alors oui. Bon, alors communautal, ça veut dire qu'il concerne les communautés, mais au sens non sectaire du terme. Parce que quand on parle de communautaire, on parle en général, puisque c'est devenu ça la signification malheureusement, un communautaire, c'est un petit monde fermé qui rejette les autres, qui est un peu sectaire, qui vit comme une bulle extérieure et méprisante pour le reste de l'humanité. Donc, ouais, c'est pas du communautaire au sens communautariste dont je veux parler. C'est pour ça que j'utilise le mot communautal qui me paraît être plus sympa. Voilà. Alors, attends, la question c'était quoi? La deuxième partie de la question? Peut-on encore parler de communautal quand on voit l'hypertrophie actuelle de l'individualisme? Ah oui. Alors, individualisme, ça aussi, c'est un mot qui m'énerve. On confond individualisme et égocentrisme. L'individualisme, la définition de l'individualisme, c'est de poser l'individu autonome comme étant une réalité fondamentale de la vie sociétale. Donc c'est la notion d'autonomie qui est derrière la notion d'individualisme et pas du tout la notion d'égocentrisme. Alors il est très clair que l'égocentrisme est une pauvreté parce que forcément si on regarde que son nombril on voit pas grand chose d'autre. En revanche, l'individualisme, c'est si on le définit comme Gilles Lipovetsky l'a fait de manière magistrale, qui on définit l'individualisme comme étant l'affirmation de la nécessité de l'autonomie de la personne dans toutes les dimensions, spirituelle, intellectuelle, affective et matérielle. Moi, je crois que ce n'est pas du tout contradictoire d'affirmer l'autonomie de la personne, d'une part, et l'interdépendance de cette personne, de cette même personne, au sein d'une communauté. Donc, moi, je pense qu'au contraire, une communauté qui est communautale et non pas communautaire est une communauté qui respecte et qui favorise l'autonomie des personnes qui en font partie et qui ne l'oppriment pas pour en faire des individus soumis, obéissants et préformatés de manière épouvantablement rigide. Donc je crois que au contraire l'individualisme au sens l'autonomie de la personne est un facteur indispensable pour la bonne santé des communautés. D'accord. Marc, quand tu étais dans la partie sur la politique et les formes de politique que tu as énoncées, plusieurs questions sont revenues. Voilà. Quel est ton avis sur ce qui s'appelle la sociocratie? Je ne sais même pas ce que c'est, Marc. La sociocratie, si je me souviens bien, c'est attends un petit peu que je remette mes pièces en place. C'est un mot qui m'est pas très familier. Ouais. La sociocratie, c'est pas le fait de faire s'exprimer les grosses tendances collectives comme étant déterminantes de ce que devrait être l'évolution sociétale. Non, c'est pas ça.
Alors attends, en t'écoutant, j'ai tapé rapidement sur le nouvel oracle Internet qui me dit la sociocratie est un mode de gouvernance partagé qui permet à une organisation, quelle que soit sa taille, de fonctionner efficacement selon un mode auto-organisé caractérisé par des prises de décision distribuées sur l'ensemble de la structure. Wow. Bon, Bon, j'ai pas d'avis. ok. Non, je sais pas. Est-ce que sociocratie, ça veut dire ce qu'on appelle du côté des entreprises, l'entreprise libérée ou l'entreprise collaborative? Si c'est ça, euh, c'est pas ça? Si, visiblement, ce serait plutôt ça, effectivement. Ah ouais. Et donc, alors, à ce moment-là, pour l'avoir vécu, parce que j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie dans le monde entrepreneurial, ça peut très 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 bien fonctionner, hein, si j'ai bien compris le mot, hein. Mais si j'ai bien compris le mot, ça peut très bien fonctionner cette sociocratie, à la condition on s'adresse à une entité de petite taille. Alors effectivement, on peut avoir une espèce d'égrégore, une espèce d'esprit de corps qui peut fonctionner avec un vrai collaboratif, mais ça fonctionne pas au-delà de 50 personnes. D'accord. Ok. Allez, Marc, dernière question, parce que donc les gens m'ont confirmé qu'ils étaient encore là avec nous jusqu'à il y a 5 minutes. Maintenant, je n'en suis plus sûr. Mais continuons pour cette dernière question qui me semble parfaite pour terminer le cycle des 5 et terminer évidemment ce webinaire de ce soir. Marc, toi, profondément, en ton fort intérieur, crois-tu vraiment que le futur sera meilleur? Ah, non, bon. Il faut qu'il y ait un futur. Donc, on peut pas accepter l'idée de l'effondrement, qui est un scénario possible. Hein. Je crois que je l'ai clairement dit, ça. C'est un scénario possible, et je le refuse. Donc, il faut construire un futur. Est-ce qu'il sera meilleur? Je sais pas. En tout cas, il sera extrêmement différent. Parce que quand on dit meilleur, on fait un comparatif, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à quel critère? C'est quoi le critère qui va dire que c'est meilleur ou moins bien? Moi, je préfère parler de différence. Ce sera un paradigme extrêmement différent. Si tu veux bien t'en souvenir, François, au fil de nos 5 causeries, on a évoqué des tas de dimensions de différence et d'évolution vers ces différences. Est-ce que ce sera meilleur? Je sais pas. Je vais répondre autrement et peut-être de manière désagréable, en disant je sais pas si ce sera meilleur, mais on n'a pas le choix. De toute façon, si on reste dans ce qui est le paradigme actuel, on est mort. Donc, allons ailleurs. On doit aller ailleurs. On doit passer à un autre paradigme, et ce sera à nous de le rendre meilleur. Formidable réponse. C'était l'objet de ces 5 webinaires. Marc, merci beaucoup. Ça y est, on arrive à la fin de la fin. Non, il y aura un après, mais pour l'instant, pour ce cycle de 5 webinaires, nous arrivons à la fin. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis qui t'ont suivi, pendant ces 5 webinaires. Vous avez été des milliers, plusieurs milliers de personnes à chaque fois à être là tous les soirs. Les webinaires continuent leur vie sur la page YouTube de Bibouda, qui culmine à 80 000, 70 000, 80 000 vues chacun, je crois. Les webinaires ont encore une vie après le temps réel que nous avons passé ensemble avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Évidemment, un immense merci à Marc Alévi d'avoir partagé ses connaissances, sa science, sa bienveillance, son temps et sa clarté, sa lucidité. Lucie, lumière, bravo de nous avoir apporté ces lumières pour comprendre ce nouveau monde, comprendre ce changement de paradigme, comprendre cette crise. Et merci pour toutes les pistes que tu as ouvertes. C'était formidable. Je vous embrasse tous. Voilà. Très bien. Et une dernière fois, retrouvez Marc si vous le souhaitez. Vous le pouvez en présentiel, en physique, chez lui, dans le Morvan. Il a une structure d'accueil. Lui et sa femme ont une formidable structure d'accueil. Les week-ends du 10, 11, 12 juillet, vous pourrez reprendre l'ensemble des 5 webinaires que nous avons fait ensemble. Vous pourrez poser vos questions directement à Marc. Ce sera formidable. J'espère que je serai là. En attendant, je vous embrasse aussi et merci encore à toi, Marc. Avec plaisir. Merci à toi.